Malek Bouti, bonjour. Bonjour. Bonne ambiance au sein du Parti Socialiste et du groupe Socialiste à l'Assemblée Nationale. Nous avions il y a quelques jours invité au Conseil des DGG Axelle Lemaire. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est la députée socialiste des Français de l'étranger. Elle vit à Londres. Et quand on a parlé de vous à Axelle Lemaire, voici sa réponse. Moi, je souhaite le changement de Malek Bouti. Très franchement, Malek Bouti est totalement minoritaire au sein du groupe Socialiste à l'Assemblée Nationale, au point qu'on lui parle plus, on peut plus le voir. Il ferait mieux d'aller siéger dans l'hémicycle et de commencer à bosser sur ses textes plutôt que de passer à la télé pour faire du buzz. Mais bon, Malek Bouti, on s'en fout. Bon, c'est un point de vue, il est respectable. C'est plus qu'un point de vue, c'est une attaque en règle. Oui, en fait, vous êtes minoritaire, vous êtes totalement isolé. Vous n'êtes pas à l'Assemblée. Mais c'est le genre de député, on n'a pas du tout la même culture. Je veux dire, au sein du Parti Socialiste, on n'a pas les mêmes parcours. Elle a fait Sciences Po, le King's College à Londres. Je veux dire, rien à voir avec moi. Moi, je viens du combat pour les banlieues. Je viens du mouvement social. Je suis beaucoup plus engagée. Et alors c'est-à-dire, c'est normal qu'elle se trouve à l'aise dans cette situation. Elle partage sûrement cette culture un peu raisonnable des élites et tout ça que je partage pas. Voilà, sincèrement. Donc, moi, je lui reproche pas d'avoir son point de vue après. Je trouve qu'elle aurait pu... Ce qui me frappe beaucoup dans les gens qui commentent mes prises de position, c'est souvent que l'absence de fond. C'est-à-dire, à part la discipline, est-ce qu'ils connaissent autre chose ? Est-ce qu'ils ont des arguments politiques ? D'ailleurs, la question, est-ce qu'ils font de la politique ? Voilà, quant au travail au Parlement, s'il s'agit de lever la main et d'être un mini oui-oui, je crois que c'est comme ça qu'on discrédite le travail parlementaire. Donc, moi, j'accepte qu'elle ait un point de vue complètement opposé au mien. Maintenant, ce qui serait bien, c'est qu'elle densifie un peu son argumentaire. Alors, il y a quelques jours, vous aviez dit, Jean-Marc Ayrault, il faut le changer, il y a un problème. Bon, Jean-Marc Ayrault est toujours là. Semble-t-il, il a prolongé son bail avec la remise à plat de la fiscalité qu'il a annoncée. Vous êtes toujours campé sur vos positions. Oui, je l'ai dit la semaine dernière. Moi, je mène pas une bataille contre Jean-Marc Ayrault, une tweetée personnelle. Je pense que j'essaye, en tant que parlementaire, de dire les choses avant qu'il soit trop tard. Parce que vous verrez que dans quelques mois, quand on aura essuyé beaucoup de défaites ou qu'on va vivre des événements politiques qui vont nous perturber, alors là, vous aurez une flopée d'invités chez vous qui viendront dire, je l'ai toujours dit, hein, je l'aimais. Bon, alors évidemment, pas à votre micro, j'étais dans le couloir, j'ai fait un rapport, j'ai écrit une lettre. Le parlementaire que je suis doit alerter au fait qu'il y a une rupture de dialogue avec l'opinion, qui est générale et qui n'est pas simplement avec nos opposants. Notre propre camp comprend plus rien. Donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'il faut changer de dispositif. D'accord, mais ce que je comprends pas, moi, le problème, c'est François Hollande. Avec le quinquennat, c'est le président de la République qui doit dialoguer avec le peuple, qui doit se faire comprendre et qui doit dire qui il est. Le problème, c'est Hollande, c'est pas Ayrault. D'abord, il y a plusieurs choses. Alors, on ne peut pas le remanier, Hollande. Il est là pour 5 ans. Voilà, dans les institutions, le président de la République, il peut changer. Il est là pour 5 ans. Il peut changer, il peut décider de se communiquer autrement. Il a ces possibilités pour lui. Mais de fait, son prédécesseur, Nicolas Sarkozy, avait bien expliqué comment un président de la République est aspiré à 80% par la politique étrangère. Et on voit d'ailleurs que sur la politique étrangère, il est très présent et plutôt efficace. Et donc la politique française, la vie quotidienne française, elle est au gouvernement et au Premier ministre. Et là, on voit bien que, je dirais, le dispositif de départ, aujourd'hui, n'accroche plus. Voilà, ce dispositif gestionnaire, pépère, tranquille, correspond plus à la situation de la France. Je pense que... Mais on change un Premier ministre pour quoi faire ? Parce qu'un changement de Premier ministre, un changement de gouvernement, c'est aussi pour indiquer soit un nouveau cap, soit une nouvelle donne politique. C'est pas anodin. Oui, ou pour affronter une situation qui avait été sous-estimée. Qu'on n'est pas dans une crise économique classique, qu'on est dans, comme on dit dans le sport, on est dans le dur, que le plus dur d'ailleurs est peut-être devant nous, qu'on est un pays qui est quand même aujourd'hui traversé de doutes énormes. Je veux dire, il n'y a pas un jour où il n'y a pas des mouvements, et puis de partout. Ouais. Quand c'est pas les poneys, c'est Mélenchon. Quand c'est pas Mélenchon, c'est les camions. Quand c'est pas les camions, c'est des bonnets rouges. Quand ils sont pas bleus, ils sont verts. Et quand on parle à nos propres électeurs, ils ne comprennent plus rien. Donc, il y a un moment, il faut reprendre pied, envoyer un message et peut-être... Tenir bon. Et François Hollande, dit, il faut tenir bon. Moi, c'est ça que je comprends pas, parce que vous dites le dialogue est rompu avec la base, quoi, en fait. Mais ouais, absolument. Pourquoi est-ce que ça ne remonte pas jusqu'au Premier ministre, au Président de la République ? Parce que les élus, ils les voient. Vous avez des relais avec le Parlement, avec les ministres. Enfin, pourquoi est-ce qu'on n'entend pas alors ? Parce que c'est le système des institutions françaises qui sont un système qui isole l'élite politique de plus en plus de la réalité du pays. Et on évoquait tout à l'heure le Parlement. Mais si vous voulez, quand le Premier ministre vient devant le Parlement, vient devant le groupe parlementaire, bon, on dit la discipline, tout ça. Il se fait applaudir ?
On le fait, on organise les applaudissements. On organise les applaudissements. Mais évidemment qu'on organise les applaudissements. Et si jamais certains osent parler, c'est difficile. Moi, je prends mes responsabilités. Bien évidemment qu'on peut me montrer du doigt, on peut jeter des noms d'oiseaux. Est-ce que vous êtes seul à penser ça ? Non, bien évidemment que je ne suis pas le seul. Et pourquoi les autres, on les entend pas alors ? Êtes-vous le seul à le dire ? C'est toute la complexité du système. C'est un système où ceux qui ont des risques à prendre, etc. Parce qu'on va vous rappeler, Malek Bouti, que si vous êtes député, c'est parce que François Hollande a gagné la présidence de la République et que derrière, il y a eu une majorité socialiste. Ah bah ça, je le conteste totalement. Mais alors totalement. Et je n'accepte plus qu'on me parle comme ça. Je ne dois pas mon poste de député à François Hollande, mais à mes électeurs. Et j'ai pas été nommé. Et de ce point de vue-là, je veux quand même remettre les choses au point dans ce pays. Si les choses fonctionnent pas aussi, c'est qu'on est en train d'écraser toute la vraie représentation politique. C'est qu'on fait taire les parlementaires alors que c'est eux. Vous savez, moi, à la limite, on peut me traiter de mauvais élève, de grognard, du pas content. Je peux accepter cette étiquette, mais moi j'en connais qui travaillent énormément à l'Assemblée et qui se font humilier en permanence par le gouvernement. Quand je vous donne juste un exemple, sur les retraites. Sur les retraites, les socialistes avaient préparé un amendement pour obtenir un peu de souplesse par rapport aux petits retraités, pour qu'on leur donne un peu... Jusqu'à la veille du vote, on leur a dit non, on les a obligés à s'écraser en commission. Et le matin, comme par miracle, le gouvernement dit on va, grâce au Verts et au PRG, on va accorder un petit plus aux petits retraités. Ils sont humiliés, c'est-à-dire on marche sur le groupe parlementaire majoritaire. Et ce comportement-là, il nuit à la politique. Donc on voit bien que d'un côté, on nie l'intermédiaire parlementaire, d'où il n'y a pas de remontée, et de l'autre côté, il y a une timidité, il y a un manque d'expression politique. En même temps, prenons un scénario, les socialistes ne votent pas le budget, puisque c'est le budget qui fait la politique d'un gouvernement, d'un État. François Hollande décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Vous êtes balayé et il y a 50 députés socialistes qui sont sauvés et c'est la droite qui est au pouvoir, ou à Matignon en tout cas. D'accord, mais la vie politique... Il n'y a pas tellement de plan B, moi je vois que ça comme plan B. D'accord, mais la vie politique, c'est pas un storytelling, en fait. En fait, c'est pas un feuilleton avec gentil, méchant et quelqu'un meurt à la fin de l'épisode ou est sauvé à la dernière minute. En réalité, il y a toute une série de choses qui existent entre la crise absolue et ce qu'on vit aujourd'hui. Et je pense que, par exemple, les remaniements en font partie. Je veux dire, le remaniement ministériel, changer de Premier ministre, c'est absolument classique dans nos institutions. Vous mettez qui à Matignon, alors ? C'est ça que je veux pas dire. Pourquoi ? Parce que... attendez, vous parlez... Mais non, Jean-Marc Ayrault ne fait pas l'affaire, vous voulez pas dire qui pourrait faire l'affaire à sa place ? Ça va, on a assez de professionnels et de gens très capables au Parti Socialiste pour que... Ils n'incarnent pas tous la même tendance. Qui est le meilleur élu de terrain, qui connaît bien le terrain, qui pourrait se retrouver à Matignon ? Je pense que ce qu'on a besoin, c'est de deux choses. On a besoin d'avoir quelqu'un qui est un peu plus en face avec la modernité de la société, je m'excuse de le dire, mais il y a quand même un problème. Quand j'ai vu, par exemple, dans l'affaire Leonarda, de cette fille qui avait été expulsée avec sa famille, que le gouvernement accusait les médias en disant « mais c'est la faute aux médias ». Non, mais on tombe par terre. Bien sûr qu'il y a des médias et il faut être un peu plus présent, avoir un peu plus de dialogue, être un peu plus réactif, être un peu plus moderne. De l'autre côté, il faut aussi avoir un gouvernement qui sache parler à autre chose qu'à la technostructure et à la finance internationale. Je veux dire, même si il y a des raisons objectives de mener telle ou telle raison politique, ce qui me frappe, c'est qu'il n'y a aucune explication qui rentre dans l'oreille des Français. Il n'y a aucun plan. On n'est pas capable de dire sur 6 mois ce qui va se passer. Il n'y a pas de cap. Mais évidemment qu'il n'y a pas de cap. Le cap, c'est Hollande, c'est pas Ayrault. Mais le président de la République, il est là, il est installé pour 5 ans. Le gouvernement, il a pour gestion la vie quotidienne des Français. Celui qui est clair aujourd'hui et que les Français entendent, c'est Valls. Donc c'est lui qu'il faut à Matignon. Malek, on est dans les juges, on vous pose la question directement. Allez, non, mais moi, je peux vous faire une liste de 10 personnes. Moi, je vous ai proposé une personne. Manuel Valls, il a de grandes capacités. Peut-être que ça peut être lui, peut-être que ça peut être Martine Aubry, peut-être que ça peut être le président de l'Assemblée nationale. Vous citez pas Arnaud Montebourg, vous êtes proche pourtant de Montebourg. Oui, je connais bien Arnaud Montebourg, mais je peux le mettre dedans. Mais comme je suis proche de lui, je dis, voyez, tout ça, c'est un coup pour Arnaud Montebourg. Certains le disent, Bouti, c'est poisson pilote de Montebourg. Il tape sur Ayrault parce que Montebourg déteste Jean-Marc Ayrault. Ouais, non, mais je connais. La vie politique en ce moment, c'est que des gens qui font les grands experts. Ils disent, alors, il y aura il y aura peut-être une dissolution, alors il y aura un remaniement, et après les européennes. Moi, ce que je constate, c'est la chose suivante. C'est qu'on est dans un toboggan qui va tout droit. Et je vais vous dire, je sens que les Français sont en train de nous préparer un règlement de compte pour les municipales. C'est-à-dire ? Et je pèse mes termes, un règlement de compte. C'est-à-dire, il y aura une haine électorale contre nous. Parce que quand vous faites comme ça, la sourde oreille, que vous passez votre temps à balader les gens, à faire comme si vous n'avez pas entendu, quand le pays est en grande souffrance économique, mais qu'on peut passer des jours à discuter des putes, et faut-il sanctionner ou non leurs clients ? Je veux dire, il y a un moment ou un autre, la coupe est pleine et ça va déborder. Ça ne déborde pas obligatoirement dans la violence ou dans les mouvements sociaux, mais gentiment, tranquillement, dans le silence, avec des bulletins de vote dans les urnes. Et moi, quand je vois les projections qui sont en train de s'établir, quand je vois la montée en puissance du vote du Front National, il y a un moment, on n'est plus dans un jeu. Et moi aussi, j'ai ma responsabilité, et moi aussi, je peux interpeller.
La responsabilité politique, c'est pas de se taire à ce moment-là, c'est de dire des choses. On a l'impression qu'aujourd'hui, François Hollande et Jean-Marc Ayrault, ils font le dos rond. Ils se disent, bon, les temps sont durs, on est un peu dans les sables mouvants, il faut pas bouger, ça va aller mieux, il faut passer l'orage. Moi, je pense qu'on doit avoir un jugement différent entre un président de la République qui est installé sur 5 ans et qui est obligé de s'installer sur ce calendrier, et un Premier ministre... Qui est dans l'urgence. Oui, et puis surtout, qui ne peut pas faire des calculs. Parce que si, dans la tête du Premier ministre, il lui venait petit à petit à l'idée que, étant Premier ministre, lui aussi a un grand avenir politique, genre à la François Fillon, dont on a vu à quel point il a été fidèle à celui qui lui a donné quand même sa responsabilité de Premier ministre. Il y a peut-être aussi de ça. Moi, malheureusement, c'est aussi une maladie en politique. Tout d'un coup, Jean-Marc Ayrault, qui était quelqu'un plutôt d'assez modeste dans la vie politique, plutôt le genre au cœur de l'équipe et soucieux de l'écoute, aujourd'hui, il est intouchable. On ne peut plus parler de lui. Il a pris ce petit truc de l'aristocratie politique, et peut-être qu'il a des grandes idées de devenir un grand leader, mais je pense qu'il se met un doigt dans l'œil de ce point de vue-là. Malek Bouti, en toute liberté avec nous sur AMC, dans les GG. À suivre, tout ce qui fait l'actualité, 3 extraits et 3 commentaires à apporter. On va en venir à ce qui a fait l'actualité de ces jours derniers, l'actualité du moment. Malek Bouti, premier extrait pour vous, premier commentaire à apporter. Ils croient défaire la France, mais nous sommes la France. Voilà pourquoi nous continuerons à leur barrer la route. Christiane Taubira, réunion politique pour soutenir Taubira. Et puis ce soir, ce sont les artistes qui s'y mettent au Théâtre du Rond-Point. C'est utile ? La France raciste. Non, moi je me suis déjà longuement exprimé là-dessus. Je ne crois pas du tout qu'on est dans les années 30, que le fascisme est à nos portes. Il y a du racisme dans la société française, il y en a dans beaucoup de sociétés. Maintenant, il y a quelque chose qui devient gênant dans cet épisode. J'aime bien Christiane Taubira, mais ce n'est pas la femme qui souffre le plus de racisme en France. Et il y a un moment, s'il y a une mobilisation qui doit avoir lieu, elle doit peut-être avoir lieu pour des gens qu'on ne connaît pas, qui eux sont maltraités, qui eux n'ont pas moyen de se défendre. Et donc je trouve qu'il y a une sorte de confusion qui s'établit, donc il faut garder les proportions. Voilà. Les artistes mobilisés ce soir, c'est utile vraiment ? Je crois pas. Sincèrement, je crois pas. On a vu la mobilisation samedi, elle était correcte. Les associations ont fait une bonne mobilisation, il y avait quelques milliers de personnes, mais... Je pense que si les Français sentaient qu'il y avait un vrai danger de fascisme et de racisme, ils seraient plus nombreux dans la rue. Moi, j'ai confiance dans mon pays et j'ai confiance aux citoyens de ce pays. Je sais qu'en aucun cas, les Français laisseraient une sorte de pouvoir, une sorte de dictature ou une vague raciste comme ça déferler sur la France. C'est un pays qui a fait ses preuves dans la tolérance, dans le respect et dans l'intégration, quoi qu'on en dise. Vous êtes invité ce soir ou pas ? Non, pas particulièrement, non. Vous allez y aller ? Non, je suis pas invité, j'ai pas l'habitude de m'incruster. C'est lui qui va ce mur. Vous pourriez très bien y aller ce soir, vous pointer en tant qu'élu, ancien président d'SOS Racisme, pour parler de racisme avec les artistes et autres. Non, je crois que j'ai peut-être d'autres choses à faire utiles pour mes électeurs. Il y a le film La Marche en ce moment au cinéma. On en a beaucoup parlé, ça ne marche pas du tout en salle. Est-ce qu'il faut y voir un signe ? Non, attention, moi j'ai toujours un peu de recul sur le mélange de tous les événements culturels avec la politique à tout manipuler. Quand l'équipe de France de football gagne, c'est la France qui gagne. Quand c'est tel film, ça veut dire telle chose. Il y a toujours une alchimie particulière sur un film. Je pense que au moins on reconnaîtra le mérite à ce film de laisser une sorte de trace cinématographique pour des jeunes générations. Maintenant, moi qui ai vécu l'époque de la marche comme j'étais un jeune adulte, un jeune adolescent même, ça a tellement changé, c'était une autre époque. C'est en ça aussi que je tire mon optimisme sur la société. Je sais qu'on est un pays qui a beaucoup changé. La France d'aujourd'hui ressemble en rien à la France du début des années 80, en rien. Deuxième extrait pour vous. Nous sommes prêts à retenir la proposition qui est faite par le rapport de Jean-Paul Bailly d'un règlement transitoire pour le secteur du bricolage en Île-de-France. Alors, ça y est, on sait. Donc le travail le dimanche reste un jour différent, mais il faut plus de souplesse. C'est ce que dit Bailly. D'accord avec ça ? Moi, j'ai signé une lettre de parlementaire, par exemple, pour les magasins de bricolage le dimanche. Et je le dis tout de suite, ça ne concerne pas ma circonscription, puisque dans ma circonscription, il y a des magasins de bricolage ouverts le dimanche. Pourquoi ? Pour une raison très claire. Je suis contre l'ouverture générale du dimanche. Mais surtout dans une période de crise, le dimanche, il est très utile pour des gens. Aujourd'hui, pourquoi les magasins de bricolage ? Parce qu'on n'a plus les moyens d'appeler les dépanneurs. On n'a plus les moyens de se payer des gens avec des factures qui sont inabordables pour toute une série de gens en France. Donc on bricole soi-même. Voilà, donc on bricole soi-même.
Pourquoi ça marche en ce moment les magasins de bricolage? À cause de la crise. Parce que si on pouvait s'éviter de passer 4 heures à faire des travaux, on s'éviterait. Donc je pense qu'il faut avoir de l'intelligence, de la souplesse, plutôt que débattre en permanence ouvert ou fermé le dimanche. Il y a sur quelques points de temps en temps des aménagements de règlement, et je pense que c'est pas inintelligent. Mais là il y aura une loi en 2014, c'est ce que dit Jean-Marc Ayrault. Oui, on va faire une loi là-dessus. Je pense que on devrait plutôt faire ça d'un point de vue réglementaire et adapter simplement d'un point de vue réglementaire. Voilà, ce serait pas besoin de refaire une loi. Non, je pense pas. Troisième extrait pour Malek Bouti, c'est le ministre du Travail, Michel Sapin, qui parlait hier de son président et de son ami François Hollande. Ça m'a toujours étonné parce que je trouve que je connais quand même assez bien François Hollande et il a beaucoup d'autorité. Mais ça se voit pas. Non, je dirais pas ça. Et je pense qu'il faut que chacun s'en méfie. Très bien. Parce qu'il y a parfois des faux gentils. C'est vrai ça? Je sais pas, je suis pas son ami, donc je suis pas en mesure de... Non mais vous avez été un des premiers à soutenir François Hollande quand effectivement tous les socialistes se tournaient vers Strauss-Kahn. Vous avez fait le bon choix parce que c'est finalement François Hollande qui a été choisi et ensuite élu par le peuple. Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec Hollande? On ne sait pas qui il est. Alors donc ça va pas être obligé de dire que c'est un faux gentil, un autre va dire finalement étrange. Mais finalement les Français ne savent pas qui est à la tête de l'État. Moi je vais vous dire les choses assez clairement, je m'en fous un peu du caractère des gens, de ce qu'ils ont, gentils, méchants. Mais ça joue dans une personnalisation du pouvoir, vous le savez. Bien entendu, mais on réécrit tout en fonction des résultats, vous savez. Ce qu'on disait de François Hollande, quand moi je le soutenais, ce qu'on a dit quand il était dans la campagne, c'est le jour, la nuit. Les mêmes aujourd'hui qui sont des zélateurs de François Hollande, je les ai connus me susurrant à l'oreille des mots pas très sympas sur lui. Donc, oui, mais il y a des choses constantes qui reviennent sur François Hollande. Il y a une chose que je connais de lui, c'est que c'est un homme très intelligent. Peut-être au-dessus de la moyenne par rapport aux responsables politiques que j'ai été amené à rencontrer. Voilà. Peut-être que c'est pas une force de caractère, peut-être que c'est pas dans son caractère qu'il est déterminant, mais intellectuellement, il est au-dessus du lot. Mais est-ce qu'il n'est pas anxiogène dans sa façon de faire? C'est-à-dire que c'est toujours un peu flou. Et là, pour le coup, c'est un critère qui revient régulièrement lorsqu'on parle de Hollande. Martine Aubry en avait fait une formule célèbre sur le flou de François Hollande. Et le fait que ce soit flou, ça renforce l'angoisse des Français par rapport à la crise, par rapport à ce qu'ils vivent. Ouais, mais regardez, on a une bonne comparaison. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Sarkozy était anxiogène parce qu'il était hyperactif et trop autoritaire. François Hollande serait anxiogène pour l'inverse. C'est-à-dire, en fait, tout est anxiogène. La réalité... Non, mais Sarkozy était anxiogène parce qu'il confondait peut-être l'autorité et l'agitation. C'est pas tout à fait la même chose, l'autorité et l'agitation. D'accord. Moi, je trouve que ce qui est anxiogène, c'est de dépendre des humeurs d'un bonhomme, ou d'une bonne femme d'ailleurs. C'est-à-dire d'avoir un fonctionnement d'un pays qui ne repose que sur... l'état d'esprit d'une personne. Je trouve qu'on arrive au bout d'un système. Aujourd'hui, ce qui est contesté, c'est plus un homme ou une femme. C'est le pouvoir en tant que tel. Le pouvoir. Et ce qui me frappe dans la contestation française en tant que telle, c'est qu'il y a une contestation de la manière dont le pouvoir est organisé en France. C'est pas ce qu'ils veulent les Français. Que veulent-ils les Français? Les Français, ce qu'ils veulent, c'est quelque chose qui décide, qui applique. Et en tout cas, je pense qu'on devrait retrouver... Moi, je parle pour la gauche. Ils veulent pas prendre en main leur destin, les Français. Ils attendent que quelqu'un prenne leur destin en main à leur place. Il n'y a pas que ça. Je pense que le principal reproche qu'ils font au monde politique, et de ce point de vue-là, ils ont raison, c'est qu'ils sont préoccupés toujours par la future élection. Et qui profitent jamais de l'élection qu'ils ont gagnée pour tenter quelque chose. Moi, je préférerais que la gauche, je le dis, j'ai pas de problème à ce que la gauche perde en 2017. L'objectif doit pas être de gagner à tout prix. On gagne si on a bien travaillé. Quand on commence à calculer, ça s'appelle jouer petit bras. Et depuis plusieurs mois, la gauche, elle joue de partout petit bras. Elle a la chance inouïe de gagner dans une situation difficile. D'accord, c'est la crise, d'accord, mais on choisit pas son moment. Mais on ferait quoi alors? Une mesure que la gauche devrait faire et qu'elle hésite à prendre? Moi, par exemple, je suis frappé par le fait que on n'ait jamais évoqué l'avenir, la jeunesse, Internet, qui est en fait l'enjeu crucial. C'est-à-dire, le discours de vérité, c'est pas un discours de souffrance. Le discours de vérité, c'est que on est en train de basculer, de changer de modèle, qu'on est un pays un pays puissant, un pays riche, un pays intelligent. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait une grande conférence et faire un New Deal économique et social en France. C'est-à-dire dire là où on va devoir faire des efforts et là où il y a des choses nouvelles qui vont s'ouvrir. Mais si on continue à raconter une petite vérité par semaine, on s'en sortira. Mais la jeunesse était au cœur de la campagne du président de la République, de l'actuel président de la République. Là, il y a un problème. Je pense que je suis frappé par le fait que la jeunesse est exclue de tout point de vue, mais pas en tant que jeune, mais qu'on n'a plus aucun discours de perspective. Je veux dire, à part le déficit, on ne parle de plus rien. Et je pense que quand on parle, par exemple, du monde économique, il faut avoir le courage de dire qu'il y a un certain nombre d'usines qui réouvriront pas en France, mais que c'est pas obligatoirement mal. Je veux dire, c'était pas un bonheur absolu de se taper un certain nombre d'usines. On peut peut-être faire évoluer la société, qu'il y a des choses nouvelles, qu'il y a des nouveaux secteurs économiques, qu'on a une puissance. Donc, il y a beaucoup de choses nouvelles. Mais
le problème, c'est que je pense que les Français sont prêts à des efforts à une condition. Vous leur dites quels efforts, combien de temps ça va durer, qu'est-ce qu'ils ont en contrepartie et quel est le calendrier pour qu'ils puissent juger. Mais le coup de dire, attendez, après le tournant, on est arrivé, quand ça fait 15 tournants que vous prenez, au bout d'un moment... Vous ne croyez pas à l'inversion de la courbe du chômage qui serait amorcée depuis la semaine dernière? On a eu les chiffres du mois précédent. Un jour ou l'autre, la courbe du chômage va s'inverser, c'est sûr. Mais je suis pas sûr que la situation aura changé. Un dernier mot, la une de l'équipe, parce que je sais que on connaît le passionné de foot que vous êtes, Malek Bouti. Paris Saint-Germain 4, Lyon 0. Le PSG de Ibrahimovic et de Cavani. Il n'y a pas un Français dans Voilà, l'équipe. mais sans un seul joueur français hier sur la pelouse. Hier, il n'y avait pas un Français sur la pelouse. Alors, Est-ce que c'est grave? C'est grave si on veut. Moi, je crois que c'est pas grave. De la même manière qu'on se félicite quand on voit 3-4 Français à Newcastle jouer, ou quand on voit des Français devenir les héros du Bayern de Munich ou de la Juventus de Turin. Je pense que le modèle du football, par exemple, on parlait d'économie, mais va évoluer aussi. Peut-être qu'un jour, on aura une sorte de super championnat européen qui va exister, si l'Europe trouve une dimension. Je veux dire, il faut qu'on arrête de vivre dans une angoisse permanente de tous les phénomènes. Moi, je pense que ce qui manque en ce moment, c'est quoi ? C'est de l'optimisme, des gens qui se reposent sur les valeurs positives de la société française au lieu de cultiver de la haine. Alors la qualification pour le mondial, ça donne de l'optimisme. Ouais, ça c'était la bonne pioche des 6 derniers mois. Mais il manque une bonne nouvelle. Voilà. Mais il manque dans le discours politique des gens qui auraient l'impression de prendre un risque, qui diraient voilà, c'est pas grave si je perds, mais je vais tenter quelque chose. On voit pas ça. On voit des gens qui sont accrochés qu'à une chose, c'est qu'est-ce qui va se passer pourvu que je me fasse pas jeter. Les footballeurs sont un peu comme ça aussi maintenant. Ouais, ceux qui font ça se font jeter en général. Merci Malek Bouti d'être passé Merci sur RMC dans les GG, député socialiste de l'Essonne.